Tout est politique, bonjour, bienvenue sur i24 News. Cette semaine, votre émission sera intégralement consacrée aux attentats qui ont frappé Paris. Un sursaut républicain autour de la laïcité est-il possible? C'est la question qui s'impose. Cette mobilisation historique, cette Marseillaise à l'Assemblée nationale, les files d'attente pour aller acheter un Charlie Hebdo dans les kiosques. Faut-il replacer la laïcité au cœur de notre débat national, au cœur de notre République? Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. Qu'en pensez-vous? Les Français ont vécu un 11 septembre donc national et ils ont réagi comme tel. On a vu des images absolument étonnantes et surtout on a vu, on va en reparler, cette formidable leçon de rassemblement que les Français ont donnée à leur politique qui n'arrête pas de courir et de galvauder ce terme en permanence. Dès le jour de la tragédie à Charlie Hebdo, on a vu des centaines de rassemblements à travers tout le pays spontanés sans aucun débordement et on a vu la montée en puissance donc jusqu'à dimanche avec en particulier 2 temps forts et j'imagine qu'on pourra y revenir aussi sur la prise de parole le samedi de la famille du policier abattu, la famille Merabet, et le samedi soir, le rassemblement de la communauté juive à côté de l'hypercachère. Et les deux moments se placent sous le signe de la réinscription dans la communauté nationale française, dans l'affirmation donc de la confiance dans les valeurs de la République, ce qui effectivement a été de ce point de vue-là une grande leçon et qui préparait ce rassemblement qui restera évidemment un rassemblement historique, fondateur de dimanche à Paris, 4 millions de personnes dans toute la France. Moi, j'étais très sensible et ému, comme tout le monde, comme Michaël, comme vous, par ce tsunami pour la démocratie, pour la défense de nos valeurs, pour la défense de la laïcité. Voir la France rassemblée comme un seul homme et une seule femme qui sont là, qui font front contre ce terrorisme islamique. Enfin, on a osé parler de terrorisme islamique. Monsieur Valls l'a fait. Pourquoi vous dites enfin ? Parce qu'avant, on le savait qu'il y avait des menaces islamistes. Ça fait des années. Combien de fois dans notre émission, je vous ai parlé du laxisme qu'il y avait de nos différents gouvernements, de gauche comme de droite, de M. Sarkozy comme de M. Hollande. Il y avait un laxisme. Il a fallu qu'on arrive à l'irréparable, à la barbarie, pour qu'un seul coup on se dise « Ah, on se réveille, oui, il y a un terrorisme islamiste dans les banlieues, dans les grandes villes. » Alors je dis « Oui, bravo, il est temps de se réveiller, mais... » Je vais ajouter, comme je fais souvent avec les anglo-saxons, « What next ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où allons-nous maintenant? Est-ce qu'on va prendre les bonnes mesures? Je pense que M. Valls a annoncé un certain nombre de mesures d'exception, enfin exceptionnelles. Ah oui, vous avez de lapsus, là. Vous préférez des mesures d'exception? Non, pardon. Vous préférez le Patriot Act qui a verrouillé les libertés publiques. C'est pas parce que je suis américanisé et qui a abouti à tous les scandales sur Guantanamo et la liberté publique. Et l'erreur est humaine, Michaël. On peut se tromper d'un mot, ça arrive à tout le monde. Le lapsus arrive. Donc pour vous, c'est des mesures et le lapsus n'est pas forcément révélateur. Alors, vous voulez quoi? Des mesures exceptionnelles? Mesures exceptionnelles. Monsieur Valls l'a bien dit. Et il faut des mesures exceptionnelles à la fois pour le contrôle dans les prisons, pour la réforme carcérale doit être revue fond en comble, si je puis dire. On doit prendre des mesures. Dans les écoles, la laïcité, elle a été bafouée combien de fois? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les enfants qui disent les terroristes ont eu raison de tuer les journalistes de Charlie Hebdo parce qu'ils ont insulté Mahomet. C'est ce qu'on a entendu dans les écoles. Je ne dis pas que c'est l'apologie du terrorisme, je dis mais c'est la compassion. Et qu'ils sont à la fois les victimes de l'éducation qu'ils ont de leurs parents. Et je dis que ces parents-là, il faut les sanctionner. Avant qu'on en ait la démonstration avec Manuel Valls, moi je voudrais quand même regarder le verre aussi à moitié plein, parce que ce que l'on a vu aussi pendant tous ces jours-ci, eh bien, c'est le formidable démenti à tous ceux qui estiment que la France est engoncée dans une déprime collective, dans une tentative suicidaire, dans une zémorisation supposée de la société. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on touche à l'ADN, au fond, de cette société, qui au fond est une société qui aime la liberté et qui, quelque part, a réussi, je dirais, quand même son intégration d'une manière générale, même s'il y a effectivement des problèmes qui n'ont pas été nommés, je suis d'accord avec Christian de ce point de vue-là, eh bien, c'est ce qu'il faut aussi regarder et ne pas simplement dire, voilà, enfin, et Manuel Valls a mis le doigt sur les points qu'il fallait aborder. Manuel Valls, tiens, on va l'écouter, regardez. Il n'y a pas que lui. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter, que nous devons, là aussi, nous rebeller. Et en posant le vrai diagnostic, il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles. Mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable.
Michael, est-ce que c'est une première qu'un Premier ministre comme ça nomme les choses et nomme de manière aussi forte l'antisémitisme qui règne en France? Pas du tout, ça a déjà été fait, par Manuel Valls d'ailleurs, par Nicolas Sarkozy quand il y a eu aussi des attentats à l'époque, par d'autres ministres de l'Intérieur, par des prises de position à l'époque. On s'en souvient d'un discours assez vibrant d'un certain Dominique de Villepin qui a fait un passage assez bref et fugace, place Beauvau, mais qui aura quand même posé quelques fondamentaux. Non, mais ce que je veux dire une chose, pardonnez-moi, je vais peut-être casser l'ambiance, mais c'était un discours de perdant de Manuel Valls. Alors pourquoi? Parce qu'il a été ovationné. Bien sûr qu'il est ovationné, parce que nous sommes dans une ambiance d'union nationale. Mais maintenant, moi, je regarde les choses. Parce que ça dérange M. Hollande, sa popularité, le courage qu'il a eu, ça dérange M. Hollande. Je regarde politiquement les choses. Manuel Valls avait raison. Et c'est Hollande qui récupère tout. Pourquoi 88% dans l'opinion favorable. Si l'enthousiasme de Christian me laisse placer quelques mots, j'ai essayé de tenter de vous expliquer pourquoi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Manuel Valls est, lui, au fond, concentré, placé, maintenant périmétré sur son couloir, on va dire, de la droite de la gauche et de la gauche républicaine avec sa fermeté. Ça, c'est clair. Mais qui est le garant de la nation? Qui a accueilli tous les chefs d'État? Qui s'est posé aujourd'hui en champion de la lutte contre le terrorisme, alors qu'il y a un an, jour pour jour, il était la risée du monde à cause de son casque de scooter, puis à la une de Closer. Les choses vont vite, les choses changent, l'opinion publique change, les gens ont Alzheimer très souvent aussi. Je peux vous le dire, effectivement, du côté de chez Manuel Valls, on fait front, bien sûr, mais on est un peu blême quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de chez Manuel Valls? En coulisses, c'est quoi? En coulisses, c'est qu'on a bien quand même compris qu'effectivement, il a eu raison, Manuel Valls, tout le temps, mais celui qui récupère, c'est François Hollande. Je vais vous dire, sur M. François Hollande, il a commis une erreur. C'est d'inviter le Premier ministre turc, M. Davutoglu. Peu de gens l'ont dit, parce que quand on voit le jeu de la Turquie, on a M. Davutoglu, le Premier ministre qui est dans la marche. Il est dans la marche, et derrière on entend M. Erdogan. Force est de constater, certes, peut-être effectivement, faute de goût avec le Turc, mais aujourd'hui, François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé? On va en reparler avec les implications politiques de cet événement tragique qui a totalement reparamétré l'année 2015 et autour de François Hollande. En quelques jours ont été réglés le problème des frondeurs, le problème des primaires, le problème de l'électorat de gauche, le problème des Verts avec Cécile Duflot. Maintenant, c'est Hollande, super boss. Vous permettez que je prenne la parole? Qui est maintenant le considéré comme étant le chef des socialistes. Oui, d'accord. Et de ce point de vue-là, tout a changé vis-à-vis de François Hollande. Moi, il y a quand même une phrase, je me permets si on a le temps, de M. Malek Bouti. Député socialiste de l'Essonne. Oui, que dit Malek Bouti? Il serait illusoire de penser que les circonstances exceptionnelles, et c'est vrai qu'on a vécu des circonstances exceptionnelles, balaient les problèmes économiques et sociaux sur lesquels le président peine à engranger des résultats. Il dit même ça serait une erreur de penser qu'un deuxième quinquennat a commencé. Je pense que M. Malek Bouti dit la vérité. Et les mêmes politiques vous disent que des grands politiques se révèlent dans des circonstances exceptionnelles. Donc c'est le tournant du quinquennat pour Hollande là en ce moment? Vous savez, à l'époque, on l'a beaucoup dit pour Jacques Chirac, quand il a pris la parole le soir du 8 janvier 1996, lorsque François Mitterrand est mort, on a dit il est devenu président. Il a eu sa transmutation. Avec cet événement, François Hollande a sa transmutation. Très certainement, le PS aura une débat électorale. Il est dans ses habitudes. J'essaye de vous expliquer quelque chose. Il a enfin l'étoffe présidentielle. J'essaye de vous expliquer quelque chose. Très certainement, le PS aura une débâcle au mois de mars prochain aux élections départementales. Mais pour François Hollande, personnellement, parce que l'élection présidentielle est une alchimie personnelle entre une société et un leader politique, il s'est passé quelque chose qui va infuser et qui imprimera sa marque très longtemps. D'ailleurs, on l'évoquera aussi, Nicolas Sarkozy, elle a bien compris. Alors, avant d'écouter Nicolas Sarkozy, on va écouter tout de suite François Hollande. La France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer avec les forces de sécurité d'hommes et de femmes capables de courage et de bravoure, la France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. Je vous appelle aussi à l'unité, car je l'avais exprimé devant les Français, c'est notre meilleure arme. L'unité, c'est-à-dire que nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme.
Il a gagné cette unité nationale, Mickaël? Il a gagné parce qu'il a donné une leçon de politique qui a sidéré complètement la droite, ses leaders, on va y revenir, et même l'ensemble de l'opinion française. Moi, j'explore beaucoup le cerveau politique et sans état d'âme de nos dirigeants. Ce que fait à ce moment-là donc François Hollande, il a parfaitement compris qu'il est face à l'événement fondateur de son quinquennat, qui change complètement son image et son rapport donc à la société. Bien évidemment, tout ce qu'il vit est très sincère. Vous savez que c'était ses propres amis, les dessinateurs, en particulier de Charlie Hebdo, qu'il a été le premier sur la scène du carnage et qu'il a vu réellement ce qui s'est passé, ce qui est assez exceptionnel pour quelqu'un de cette autorité, de ce niveau-là. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il sait que l'union nationale qu'il est en train de distiller, d'imposer, de décréter sur l'ensemble du pays, eu égard à ce qui s'est passé, et parce que là, on est quelques heures à peine après l'assaut à Vincennes. donc sur l'hypercachère, eh bien justement on voit bien que là il a compris et qu'à partir de maintenant, de l'unité nationale qu'il annonce, il est en train de fabriquer dans les heures même qui suivent, à ce moment-là, l'unité internationale. Oui. Et c'est là où il appelle à manifester. Et on voit bien qu'il y aura les chefs d'État européens et les autres chefs d'État et que ça va se transformer en République mondiale. Est-ce qu'il ne faut pas se laisser bercer, attention à ne pas se laisser bercer, se laisser anesthésier par cette euphorie républicaine. Manuel Valls l'a dit, nous sommes en guerre. Contre le djihadisme, contre le terrorisme islamique. Il peut y avoir encore d'autres attentats. Mais il y en aura très certainement. Et on verra si l'unité nationale continue. On verra s'il n'y a pas des failles au sein des groupes politiques qui existent. Mais elles sont déjà visibles. Elles existent déjà. On sait bien que, d'abord, le niveau de la menace reste extrêmement élevé. Élevé, tout à fait. Je pense que les Français ne sont pas encore en train de l'intégrer, mais ils vont petit à petit comprendre qu'on est dans une forme peut-être d'intégration de mode de vie, je dirais, quasiment proche-orientale. Comme en Israël. Ou en Israël, ou à Beyrouth, ou ailleurs, c'est-à-dire où il y aura des tranches d'horreur dans la vie. Parce que, tout simplement, effectivement, le terrorisme est intérieur. Et qu'on a beau dire, on ferme les frontières, on verrouille, ceci, cela, ils sont français. Voilà, et l'ennemi intérieur, l'expression de Manuel Valls, pour vous dire que ce n'est pas la première fois que c'est dit, à l'époque de l'affaire Mera, c'est Manuel Valls qui pose la formule de l'ennemi intérieur. Et il a raison. Le djihadisme islamique. La droite de la gauche a raison. Alors, Mickaël, tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer que la droite était sidérée au moment où François Hollande prend en main toute la crise. Je vous propose d'abord d'écouter Nicolas Sarkozy. Ensuite, on décrypte. La question de l'immigration fera l'objet de débats extrêmement approfondis, parce qu'il est certain qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'immigration n'est pas liée au terrorisme, comprenez-moi, mais complique les choses. Pourquoi ? Parce que cette immigration qu'on a tant de mal à juguler crée la difficulté de l'intégration. La difficulté de l'intégration crée le communautarisme, et à l'intérieur du communautarisme peuvent se glisser des individus comme ceux que nous avons vus. Il parle d'immigration, mais c'était des Français, les terroristes. C'est la raison pour laquelle cet extrait est très intéressant, parce qu'il montre à quel point Nicolas Sarkozy a un discours qui est totalement daté. C'est un discours qui date de 15 ans. Donc il est hors jeu. Il est hors jeu. Du point de vue de l'analyse, il est hors jeu. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est pas mon sentiment personnel. Je veux restituer ce qui se dit autour de lui au plus près, où on est absolument consterné par le fait qu'effectivement Nicolas Sarkozy se soit précipité dans l'Union nationale, donc dans le piège politique tendu. Je ne sais pas s'il n'aurait pas dû, mais en tout cas, certains autour de lui ont dit attention, parce que Hollande, il est retors. Ça fait 2 fois que Nicolas Sarkozy ne voit pas venir. Donc il lui a tendu un piège en l'invitant. C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi politiquement le piège de l'Union nationale. Il a enfermé l'ensemble de la classe politique. Il a exclu Marine Le Pen avec un certain talent qu'il a envoyé à Beaucaire réunir un millier de personnes. C'est une erreur. C'était très certainement une erreur parce qu'elle a une fois de plus raté, le Front National a une fois de plus raté l'émotion politique, l'émotion collective et s'est mise en marge. Donc là, de ce point de vue-là, c'était évident. Et il fallait créer les conditions pour que François Hollande fasse comme François Mitterrand en 1990, prenne la tête du cortège. En Mitterrand, en 90, c'était après la manifestation de Carpentras. Oui. Sauf qu'entre-temps, le monde a changé et c'est le monde qui est venu. Et c'est une république mondiale, quelque part, que François Hollande a réunie. Je reviens quelques instants à Nicolas Sarkozy. Je reviens quelques instants à Nicolas Sarkozy. Autour de lui, qu'est-ce que l'on pense ? Qu'est-ce que l'on dit ? On dit qu'effectivement, les réactions du patron de l'opposition
l'opposition témoigne du problème de la ligne de l'UMP, parce qu'il n'y a pas de ligne à l'UMP. Donc aujourd'hui, il y a une tendance qui dit qu'il faut durcir et cornériser, aller plutôt sur la droite. Ce matin-là, à la radio RTL, Nicolas Sarkozy donne plutôt ce gage en faisant une sorte de démonstration qui n'a rien à voir avec la situation, parce que ce sont des Français qui ont agi, donc l'analyse est datée complètement et à côté de la plaque. Et l'autre tendance au cœur également de l'UMP, plutôt représentée par quelqu'un comme Nathalie Kosciusko-Morizet, qui dit que l'enjeu, il est plutôt celui des libertés publiques. Et ce problème de ligne incarne la difficulté de Nicolas Sarkozy à faire entendre sa voix. 30 secondes, Alain Juppé, le grand homme de la droite, on l'a vu nulle part. Non, parce qu'il est englobé dans l'Union nationale. Lui, il a beaucoup agacé Nicolas Sarkozy, comme Xavier Bertrand, comme Dati, parce qu'ils ont tressé des louanges et dressé des louanges plutôt à François Hollande. Ce qui agace profondément Nicolas Sarkozy, qui a bien compris que dans cette affaire, il a raté le coche. Merci, messieurs. Restez avec nous sur i24 News. On se retrouve juste après les infos avec notre invité, Gilbert Collard, député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Le Marine. À tout à l'heure.